Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Je vous le dis, j'étais face à face avec eux. Mais c'est fou. Et pourquoi fait-il ça? Dites, pourquoi? 8e épisode, des gendarmes face à l'inexpliqué. Avec dans les rôles principaux, Patrick Ferrin, président du COBEPS, le comité d'études des phénomènes spatiaux. Ils n'ont pas oublié ce moment-là. Là, ils ont vraiment eu peur. Jean-Marc Wattecan et Eddy Louchet, tous deux membres du COBEPS. On a vraiment fait une enquête, mais hyper minutieuse. L'inexpliqué est toujours là. Et évidemment, les gendarmes de peine. On a vu quelque chose, c'était vraiment énorme. Nous sommes dans le vrai. Nous n'avons rien imaginé. Et si nous avons vu des choses, eh bien c'est parce qu'elles étaient là, présentes. Et vous êtes la plus grande chose qui s'est jamais passée. Alors Fanny, vous faites partie des nombreux témoins qui ont vu un ovni en 1989, c'était en décembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? D'abord, je dois dire que j'habitais pas en Belgique à l'époque, donc j'étais totalement ignorante de cette vague qui avait commencé quelques semaines plus tôt. J'habitais à Londres à l'époque, j'avais 18 ans, donc après la réto, j'étais partie parler anglais à Londres. Et donc je suis revenue pour les fêtes de fin d'année. Mes parents habitaient à Échamps-Refaille, qui est un petit village près d'Aiguezé, entre Aiguezé et Perouet. Et j'étais donc allée les rejoindre pour fêter le réveillon. C'était le 24 décembre et il était environ 19h. C'était le début de soirée et nous attendions ma grande sœur qui elle-même venait nous rejoindre de Bruxelles. Donc on attendait son arrivée pour commencer le réveillon. Et à l'heure à laquelle elle devait arriver, mon père est sorti de la maison pour ouvrir la grande barrière, le porche d'entrée, pour l'aider à rentrer la voiture dans le parking devant la maison. Et il est venu nous rechercher, maman et moi, quelques minutes après, en disant « Venez, il y a quelque chose de bizarre au-dessus de la maison, venez voir ». Et donc nous sommes arrivés toutes les deux, maman et moi. Donc dans un premier temps, on était 3. Puis ma grande sœur est arrivée quelques minutes plus tard en voiture et nous a rejoints. Et donc la deuxième partie du témoignage, nous étions 4 à observer. Mes parents, ma grande sœur et moi. Et donc, ce que mon père avait vu et qu'on a tous vu pendant de nombreuses minutes, je dirais une petite dizaine probablement. C'est un peu difficile d'être précis sur le timing, mais c'était de nombreuses minutes en tout cas. C'était donc ce fameux objet triangulaire avec des lumières à chaque angle, 3 grosses lumières puissantes qui ne donnaient pas des faisceaux qui touchaient le sol, qui étaient juste des lumières présente, mais donc il n'y avait pas de faisceau vers la Terre, et une petite lumière centrale, beaucoup moins forte, au milieu de l'objet. Et ce qui était véritablement particulier, c'est que cet objet, on le voyait. On ne voyait pas juste des lumières qui délimitaient une forme, on voyait une matière, on voyait un noir plus foncé dans cette nuit qui était assez claire. Je ne sais pas si c'était pleine lune, mais en tout cas la nuit était assez claire, suffisamment que pour véritablement voir la forme qui, elle, était très imposante et n'était en rien logique par rapport à une situation stationnaire ou quasi stationnaire, puisque ça se déplaçait très très lentement. Une telle masse, un tel volume, aussi bas dans le ciel, sans aucun bruit, il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et donc on l'a observé longtemps, en se questionnant beaucoup, en se posant des questions les uns aux autres. On n'était pas encore dans une époque où, aujourd'hui, on aurait sauté sur notre smartphone pour faire une photo ou quoi. C'était pas encore l'époque, il n'y avait pas ces réflexes-là. Et je dois dire, même aller chercher un appareil photo, ça nous est pas du tout venu à l'esprit. On était là, assez fascinés par ce qu'on voyait en essayant de trouver des explications. Et selon vous, c'est solide ? Oui, c'était très clairement solide. On voyait la masse se détacher sur le ciel. Alors si je vous dis, vous avez confondu
avec un hélicoptère ou un avion? Je dis non, je ne peux pas avoir confondu avec un hélicoptère ou un avion, parce qu'un hélicoptère ou un avion, j'en ai déjà vu. Mon père était pilote d'aéromodélisme, petits avions de tourisme et ULM. Et puis je sais ce que c'est un avion. Un avion produit un son, évidemment, pour pouvoir se propulser, voilà. Là, il n'y avait pas de son, c'était quasiment silencieux, il y avait juste un petit bruit, un petit bruit qui peut faire penser à celui qu'on entend quand on passe à côté d'une cabine à haute tension, un petit voilà. Mais très très silencieux. Il n'y avait pas toute la machinerie nécessaire au niveau de la réaction pour faire tenir quelque chose de cette grandeur dans le ciel à si basse altitude, puisque c'était basse altitude. On a une maison qui est une petite fermette à un étage, donc c'est des constructions une fermette du XVIIIe siècle. C'était vraiment une petite maison assez basse, comme on peut les imaginer en SB. Et cette chose était peut-être 10 mètres au-dessus. Donc on était vraiment très très bas. Je fais une vingtaine de mètres à tout casser en altitude. Allez, 30 mètres, je sais pas, environ. Voilà. Donc très proche. Très proche. Et de ce que vous dites, très grand. Et très grand. Puisque, je sais pas, plus d'une dizaine de mètres aussi pour chaque arête de ce triangle, oui, certainement. Vous y réfléchissez depuis 30 ans. Selon vous, c'est quoi? C'est un objet volant non identifié par moi, ça c'est certain. Et non identifié par les autres témoins avec qui j'étais à ce moment-là. J'imagine que quelqu'un a une explication, je veux bien la connaître. Fanny fait partie des milliers de Belges qui ont observé un objet triangulaire inconnu aux propriétés étonnantes lors de la vague d'OVNI qui s'est déroulée dans notre pays à partir de fin 1989. Cette vague, unique au monde, a mis en émoi la population, les médias, mais aussi l'armée, qui à plusieurs reprises a envoyé des F-16 pour intercepter ces objets volants non identifiés. Puis cette vague s'est éteinte. Les témoignages sont devenus rares et l'intérêt pour les ovnis belges s'est réduit à peau de chagrin. Au fil des ans, des scientifiques, des sceptiques ont remis en cause la réalité de cette vague. Les premiers témoins étaient sans doute de bonne foi, mais ils auraient vu des hélicoptères ou des avions. Les autres, c'est l'agitation médiatique qui les aurait conduits à prendre des vessies pour des ovnis. Fin de l'histoire. Fin? Non, pas tout à fait. Un petit groupe de passionnés d'OVNI résiste encore et toujours. Ils ont créé un nouvel organisme, le COBEPS, sur les cendres de la défunte Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Et ils ont décidé de réétudier cette vague d'observation, mais cette fois de manière totalement originale. J'avais en tête d'essayer de convaincre mes amis de l'époque à la SOBEPS de revoir certains moments de cette fameuse vague belge. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Mais l'esprit n'y était plus, l'enthousiasme n'y était plus non plus, et ça n'a pas pu se faire. Et donc, quand le COBEPS a commencé à redémarrer peu à peu, et que j'ai vu qu'il y avait là de nouveaux collaborateurs qui jetaient un regard différent sur ces événements, ils étaient beaucoup plus jeunes aussi, et ça me plaisait énormément, qu'une autre génération reconsidère un peu ces événements-là et apporte une nouvelle façon de voir les choses. Et je me suis dit que peut-être, lorsque le moment serait venu, il serait possible de les atteler à un projet que j'avais donc en tête, c'était de réétudier ce qui s'est passé lors de la toute première journée, la journée emblématique du début de la vague belge, qui est le 29 novembre 89, avec les fameuses observations des gendarmes d'Eupen et de pas mal de civils, bien sûr. De reconsidérer ce qui s'est passé ce jour-là, parce que cette journée-là, il y a eu quand même des dizaines et des dizaines d'observations. Nous en sommes à presque 200 pour cette seule journée à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de triangle volant en Belgique. Il n'en était pas question. Il y avait bien eu quelques prémices dans les semaines et les mois à venir, mais pour nous, c'était insignifiant. Ça ne nous menait pas très loin. Tandis que là, tout à coup, il y a une série d'observations en masse.
Et je me suis dit, ce premier jour, il est moins suspect si on le réétudie convenablement, si on remet sur la table toutes les pièces du puzzle, sans savoir évidemment si toutes ces pièces appartiennent au même puzzle ou pas, mais de tout réexaminer à la lueur de ce qu'on sait maintenant. Effectivement, nous avons essayé de retracer uniquement la première journée. Eddie Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Cette vague compte à peu près 185, 190 dossiers, 190 témoignages, rien que pour la première journée, donc qui se déroule essentiellement à l'est du pays, dans les cantons dits germanophones et à l'est de Liège. Alors, je pense que nous avons essayé de faire avancer un peu les choses par rapport à il y a maintenant presque 30 ans. Et nous essayons, je pense, de faire comprendre qu'il n'y a toujours pas eu d'explication et peut-être de rappeler aux gens qui, après 30 ans, il y a déjà toute une génération qui n'a pas connu cette vague belge, peut-être de leur montrer que l'inexpliqué est toujours là. On a préféré donc travailler sur cette première journée pour se concentrer sur quelque chose de bien précis, de bien cadré, où il y a déjà tous les éléments de la vague. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Tout l'essentiel des résultats obtenus par la suite est déjà présent dans la vague. Le prototype, la façon dont l'objet se déplace, la nature des témoins, l'endroit où ça se déroule, tout ça est déjà présent dans la première journée de la vague. Mmh. Et donc on a choisi de vraiment la creuser, la détailler à la manière vraiment d'une enquête policière dans le détail, dans le grand détail. Le moindre détail compte. La première démarche, ça a déjà demandé certainement plus d'une année, ça a été d'essayer de collecter systématiquement, mais vraiment très systématiquement, la moindre bribe d'information disponible et de refaire appel éventuellement à des témoins qui n'auraient pas témoigné à l'époque, à rechercher dans tout ce qui est collègues proches de la Belgique, mais aussi d'autres associations, s'il y avait d'autres témoignages, à repuiser dans des archives papier des anciens collaborateurs de la SOBEPS, parce que tout n'était pas nécessairement dans les dossiers. Donc on a vraiment collecté toutes les bribes d'informations. On a digitalisé toutes les cassettes audio qui avaient été enregistrées par le répondeur. Et donc on a fait ce travail-là pendant certainement plus d'1 an, pour obtenir une base de données. On a essayé de systématiser chaque observation et on a également décidé de refaire des compléments d'enquête en retrouvant les témoins. C'est ce que nous avons essayé de faire, effectivement, avec ceux qui étaient encore présents. Parce que malheureusement, certains sont décédés, dont un des témoins principaux de la toute première observation de 2 gendarmes de Pennes. Et nous avons eu la chance de retrouver des gendarmes qui ne s'étaient jamais exprimés à l'époque, parce que tout simplement, on les avait jamais sollicités, mais qui avaient vécu ces événements indirectement. C'est-à-dire que tous ces gendarmes se connaissaient fort bien, ils habitent la plupart même presque les uns près des autres, ils sont dans les mêmes quartiers de Pennes, ils se connaissent. Donc chacun avait une idée de ce que le collègue avait dit, avait entendu parler de ça. Et moi, je voulais recueillir ces bribes d'infos en me disant, il y en a peut-être un qui a une info qui n'a pas encore été révélée ou qui sait quelque chose ou qui finalement... Aurait-il vu quelque chose lui-même? Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Mais il était intéressant d'essayer de regrouper cette masse d'informations, de renseignements qui étaient là et qui n'avaient pas encore été exploités. Pour les gendarmes, par exemple, on a essayé de retrouver tous les gendarmes de la brigade qui étaient impliqués de près ou de loin dans la situation du 29 novembre. Et on a essayé de les retrouver, on a reconstitué l'organigramme de la gendarmerie, on les a interrogés tous séparément à nouveau. On a découvert certaines choses, pas tellement de choses extraordinaires, je vais dire, mais des petits détails qui manquaient, ou bien des petites erreurs qui étaient glissées dans les dossiers. Et on a également recoupé... Donc on a essayé, ce qui n'a pas été fait vraiment dans le grand détail à l'époque,
on a vraiment fait un travail de minutage, de séquençage très précis du déroulement de l'observation des 2 gendarmes, Van Montigny et Nicole, le soir du 29 novembre, minute par minute, en fonction de leur déplacement avec leur véhicule. Maintenant, on a des outils qui permettent vraiment de le faire. Et on a croisé ça à un certain nombre d'autres observations pour vraiment croiser les choses, les minutages, et s'assurer qu'on est bien dans une observation continue d'un même objet pendant un temps déterminé. Grâce au travail du Comité belge d'études des phénomènes spatiaux, nous allons donc pouvoir revivre de façon totalement inédite et surtout, minute par minute, la fameuse soirée du 29 novembre 1989. La nuit où tout a commencé. Et nous sommes à la périphérie d'Eupen. Nous sommes sur la route qui va d'Eupen vers la frontière allemande, vers Aix-la-Chapelle. 2 gendarmes sont en patrouille. Ils sont sur cette route. Ils arrivent à un endroit, un lieu-dit qui s'appelle Grosse Weide. C'est une grande prairie, le nom de la route. On est dans un milieu assez rural à ce moment-là. Et donc, il s'agit des gendarmes Van Montigny et Nicole. Ils aperçoivent sur le côté droit de la route un pré qui est éclairé. Il y a une grande surface circulaire qui est éclairée dans le pré. Elle est vraiment totalement éclairée. Et c'est pas normal parce qu'à cet endroit-là, il n'y a aucun éclairage au-dessus. Donc c'est vraiment les champs, la prairie typique des bocages de cette région. Et ils ne voient pas du tout l'objet au début, hein, donc ils ne voient que l'éclairage au sol. C'est ça qui les a marqués. Donc ils s'approchent, puisque c'est dans leur progression, dans leur sens de progression, ils s'approchent et vers 17h20, 21, 22, à ce moment-là, ils ralentissent et se trouvent à l'endroit de la prairie éclairée. Et en levant les yeux, là, ils observent une plateforme avec 3 feux en disposition triangulaire, 3 feux blancs, qui éclairent vraiment intensément le sol. Le sol est complètement illuminé. Van Montigny utilisera l'expression « on peut lire le journal comme en plein jour ». On a vu un objet au-dessus, et on a vu la source, c'était les 3 feux, et puis une boule orange entre. L'objet planait là, planait au-dessus de la prairie. Hein. Oui. C'est comme si quelqu'un qui s'est mis là en observation, qui observe quelque chose. Oui. Et il voit une masse sombre qu'ils décrivent par après comme étant plutôt de forme triangulaire, avec 3 puissants feux, des grandes zones circulaires, de grand diamètre, qui éclairent vers le bas, et quelque chose qui a l'air de pulser au centre et qui est plutôt rouge-orangé. C'est immobile, mais évidemment à ce moment-là, ils sont très très intrigués. Ils appellent le dispatching à Eupen pour signaler la chose. Et à ce moment-là, le dispatcher qui est de service prend la chose un petit peu à la légère, plaisante sur le fait que la Saint-Nicolas n'est pas loin et que ses braves collègues exagèrent peut-être un petit peu, ils se moquent gentiment d'eux. Et puis l'objet qu'ils voient, parce que pour eux c'est bel et bien un objet, dans lequel ils ne reconnaissent absolument pas un hélicoptère, ni un avion, ni un engin qui soit connu d'eux. Pour eux c'est tout à fait autre chose. Cet objet se met en mouvement, très lentement, prend la direction de l'Allemagne, donc parallèlement à la route. Ils se remettent en route pour suivre l'objet vers Aix. Ils reprennent un peu de vitesse, l'objet a juste pris un tout petit peu d'avance. Puis à un moment donné, mais sans qu'on puisse vraiment déterminer de quelle façon, l'objet repart dans l'autre sens, vers Eupen. Bon, ils sont sur cette nationale, il y a un flot de circulation, ils ne peuvent pas comme ça faire demi-tour. Ils arrivent à faire demi-tour et ils repoursuivent vers Eupen l'objet. Mais pour éviter d'être piégés par la circulation, ils vont prendre une route latérale et le suivre sur une route parallèle qui va les amener tout près du GB à l'époque, qui est maintenant le carrefour d'Eupen.
Et pendant toute cette période-là, ils vont l'observer en continu ou quasiment en continu. Ils le suivent. À un moment donné, rentrant à nouveau dans l'agglomération d'Eupen, ils le perdent de vue quelques instants parce qu'il y a des arbres, des maisons, etc. Ils repassent au dispatching de la caserne, où ils font une halte. Ils racontent ça à leurs collègues. Ils aperçoivent une lumière dans la baie vitrée du dispatching qui donne à l'arrière de la cour de la caserne. Ils identifient cette lumière à ce qui, d'après eux, doit être leur objet à eux. Et ils reçoivent la permission de reprendre la route pour essayer de se rapprocher de l'objet. À ce moment-là, ils le suivent à nouveau, ils pensent le suivre, et ils se retrouvent en plein champ, à un lieu qui domine la vallée, à partir de laquelle on peut voir le barrage de la Gileppe. Ils vont se mettre en faction à la limite de leur territoire, à un endroit qu'on appelle Kortenbach, il y a une chapelle. Et là, ils vont observer pendant plus d'1 heure un objet distant, fixe, au-dessus de la tour de la Gileppe, la tour du barrage de la Gileppe. C'est à ce moment-là qu'on décrit une des caractéristiques les plus étranges du phénomène, c'est l'émergence de lumière rouge, symétrique de part et d'autre de l'objet. À ce moment-là, l'objet se présente sous forme d'une masse lumineuse avec quand même plusieurs feux blancs. Et ces feux lumineux rouges partent horizontalement en quittant l'objet de façon symétrique, puis en y retournant. On se dit, il mesure quelque chose. Oui. Il est en train de mesurer quelque chose. Oui, C'était quelque chose d'ordonné, ce n'était pas quelque chose en disant non. Oui. On s'est dit, non, Dieu, ce n'est pas... il mesure quand même pas. Puis cet objet va disparaître petit à petit, il disparaît au loin. Et à un moment donné, à la droite des 2 gendarmes, qui sont là en plein champ, dans une zone tout à fait silencieuse, il ne se passe rien, tout est calme, ils voient surgir de derrière un bosquet d'arbres, ils voient arriver des lumières qui éclairent ce bosquet et qui ont l'air d'être, d'après leur propre expression, catapultées par-dessus ce bosquet d'arbres. Il y a cette lueur qui tout d'un coup se rapproche et il y a un surgissement. Nicole parle bien d'un surgissement. C'est très, très, très soudain, très rapide, d'un objet qui, là, il le décrit comme triangulaire, avec vraiment une forme, et qui va faire une courbe pour s'éloigner vers la direction de la caserne d'Eupen. On a pu voir quand même que le bord, je ne sais pas quelle hauteur qu'il avait, et au-dessus il y avait comme une coupole avec de hublots comme ça. Mais ça allait tellement vite, on est sorti, il était déjà là. Quand tu n'entends rien, tu ne t'attends pas à avoir un engin surgir et puis partir à cette vitesse-là. Ça dure quelques secondes, quoi. 2, 3, 4 secondes. Il était parti, mais à une vitesse. Hein. Et puis, ce qui est saisissant, pas de bruit. Silencieux. Silencieux, oui. Hein. J'ai dit même, on rentre dans la cabine, je ne sais jamais. Ils préviennent leurs collègues à la caserne, leur disant, attention, il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Ils sont toujours en contact régulier avec le dispatching, et le dispatching est averti de ça et immédiatement observe effectivement, donc M. Kreutz observe à ce moment-là l'objet, ce qu'il pense être l'objet que les gendarmes lui ont signalé, qui s'éloigne ensuite vers justement la région de la Calamine. M. Kreutz décrit des choses assez différentes, mais c'est assez caractéristique du phénomène. On n'a pas nécessairement la même perception d'un témoin à l'autre. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, il y a des variations, parfois légères, parfois plus importantes. Ici, les variations sont sensiblement importantes entre la description de Kreutz et la description de ses 2 collègues. Kreutz parle d'une arche éclairée à 4 coins, tandis que ses collègues parlent d'un triangle. Mais une arche, quand il dessine quelque chose de rectangulaire. On peut imaginer qu'il voit l'épaisseur, mais on n'a strictement aucune certitude. À ce moment-là, le dispatcher avertit
d'autres patrouilles qui sont sur la route. Parmi ces autres patrouilles, il y a une patrouille de 2 autres gendarmes qui s'appellent Nicole, qui est le cousin du premier Nicole, et un autre gendarme qui s'appelle Ploumans, le gendarme Ploumans. Et ces 2 gendarmes-là sont en patrouille pour surveiller un éventuel trafic. C'était la mission qui leur avait été assignée. Et ils ont l'attention attirée par ce communiqué du dispatcher. Ils regardent dans le ciel, ils observent, et ils aperçoivent un point lumineux. Ils signalent qu'ils voient quelque chose qui pourrait éventuellement correspondre à ce que les collègues ont vu auparavant, et ils demandent la permission à leur tour de tenter de s'approcher de ce point. Cette lumière nous tracassait un peu. Qu'est-ce que c'était? On voulait savoir, parce que les collègues de peine parlaient d'un objet qui était étrange, qu'on ne connaissait pas, et comme ça, on était aussi partis pour aller voir. Ils vont demander l'autorisation au dispatching de s'en approcher, ils vont le recevoir, et ils vont se diriger vers ce point lumineux. Et ce qu'ils pensent être à mi-chemin, en fait, le home de Belleuil, ils vont alors observer un de ces fameux objets, avec beaucoup plus de détails, au-dessus du home de Belleuil. Et là, ils arrêtent leur combi de gendarmerie parce que quelque chose se trouve exactement stationnaire au-dessus de ce home. Et là, ils vont observer quelque chose de tout à fait stupéfiant, qui, à leurs yeux, non plus, ne ressemble absolument pas à un engin connu, ni un hélicoptère, ni un avion quelconque. Et là, il y a une deuxième observation excessivement importante qui se produit. C'était vraiment énorme, c'était plus grand. Ça couvrait, si on veut, quand même la chaussée. Et c'était long, c'était large. On voyait quand même bien le bas de l'objet, qui n'était pas lisse, qui avait une structure illégale. Vous voyez une structure en dessous ? Oui. Vous voyez une masse? Oui, on a vu quelque chose. C'est pas que les lumières? Non, il y avait une masse. Ils disent bien voir une partie qui leur semble triangulaire, mais il est possible qu'elle soit suivie de quelque chose à l'arrière. Et donc, le collègue de Ploumans, lui, décrit plutôt quelque chose qui pourrait être en forme de losange, dont ils apercevraient peut-être mieux une portion triangulaire, et puis il y aurait peut-être une suite derrière. Ça reste ouvert, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a les 3 grands feux qui éclairent vers le bas, et il y a quelque chose qui pulse au centre. Quelle couleur? Plutôt foncé, noir, gris acier. Et l'éclairage, ça éblouissait le... Vous pouviez le regarder sans être ébloui? Oui, pour regarder. On voyait bien cet objet qui avait des grands phares. Il y avait quand même la lumière parce qu'on a vu le triangle. Je n'ai pas exactement vu la fin ni les côtés. À un moment donné, ils sont là pendant quelques minutes, ils observent ça ne bouge absolument pas, ça ne fait aucun bruit. Même chose pour les gendarmes Nicole et von Montigny, bien qu'eux aient décrit comme un son très faible de moteur électrique ou quelque chose de très, très atténué. En tout cas, sans commune mesure avec le bruit qu'on serait en mesure d'attendre d'un hélicoptère ou d'un avion, d'un engin conventionnel. Il faut imaginer ça comme ça. Et donc Ploumans observe cet engin, il voit la face ventrale, et à un moment donné, mais très soudainement, il y a quelque chose de rougeâtre qui se détache de l'objet, qui a l'air de tomber à la verticale, qui s'arrête en chemin. Tout ça est très brusque, ça s'arrête, et presque perpendiculairement, ça repart, ça s'éloigne du combi de gendarmerie, donc ça s'éloigne devant eux, et ça disparaît à l'arrière du bâtiment, du home de personnes âgées. Vous étiez dans votre voiture? Oui, dans la camionnette. Vous n'êtes pas sorti, vous? Non. Pourquoi? Pour foutre le camp, plus vite. Là, les 2 gendarmes ont eu très peur. Pour eux, là, c'est l'inconnu complet.
ce à quoi ils assistent ne correspond absolument à rien de ce qu'ils connaissent. Et là, ils ont vraiment eu peur. On a des détails assez précis de cette observation-là. On a pu travailler sur ces détails et faire une reconstitution vraiment précise de l'observation. On a des dimensions, on a des tailles, on a des vitesses. Et ça donne quoi alors? Il voit donc au-dessus du Home de Belleuil, Pluman, c'est son collègue. Que voit-il? Un objet de quelle taille, à quelle distance? C'est un objet grand, plus grand que l'objet qui se trouvait au-dessus de la prairie initiale, qui a été observé à Eupen, et toujours avec cette fameuse lumière rouge. Et quand vous dites plus bas, c'est combien? Des dizaines de mètres, des centaines de mètres? Quelques dizaines de mètres. On ne sait pas être non plus très précis, mais avec une reconstitution assez détaillée et un travail sur la 3D, on va dire. On a une idée assez précise de la hauteur et des dimensions. Et les dimensions, quoi, 30, 40 mètres? C'est plus grand, donc c'est 40 à 45 mètres d'envergure. En vol stationnaire? Immobile, pendant 3 minutes. À ce moment-là, l'objet qui est au-dessus, ce grand objet, a l'air de reculer un peu, et puis se met en mouvement et part en direction de l'Allemagne. Ils font demi-tour et ils tentent de le suivre. Ça s'éloigne doucement et puis ça prend un peu d'allure et ils vont le suivre jusqu'à leur commissariat de la Calamine et là ils le perdent de vue. Leur mission s'arrête là. Tout ça sera suivi par des confirmations par d'autres témoins, de très nombreux témoins dans la ville de Eupen et dans les alentours, qui vont, pas tous bien sûr, mais beaucoup parmi eux vont décrire quelque chose de triangulaire avec ces 3 fameux phares et quelque chose de clignotant, de pulsant au centre. Voilà comment s'est déroulée cette première nuit d'observation de cette vague d'ovnis belge de 1989. Et effectivement, on peut tout à fait conclure que les grandes caractéristiques de l'OVNI, que des milliers de témoins vont décrire au cours des 18 mois suivants, sont déjà bien présentes. Les témoins observent une grande masse triangulaire, silencieuse, qui peut éclairer comme en plein jour, avec une lumière rouge au centre capable de se détacher de l'objet, et ces triangles non identifiés se déplacent lentement à basse altitude, mais sont aussi capables de grandes accélérations. Les gendarmes du début de la vague belge n'ont jamais changé leur témoignage. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Ils ont toujours été très cohérents dans leur témoignage. Ils ont toujours déclaré la même chose. C'est un objet qui est stationnaire, que les gendarmes observent pendant plusieurs minutes, duquel descend une boule rouge. On a d'ailleurs plusieurs témoignages. Boule rouge qui tourne à un moment, comme si elle était indépendante, qui tourne autour du bâtiment, autour du home de personnes âgées. Maintenant, bien entendu, je suis d'accord, j'admets, le témoignage humain est fragile. Mais quand il y a une certaine concordance entre certains témoignages de cette nuit du 29 et que les témoins ne changent pas, ou pas trop, peut-être sur quelques détails, mais leur témoignage, je pense que là, on a un cas intéressant. Alors vous avez fait une sorte d'enquête dans le passé, hein. Vous êtes reparti voir les témoins d'époque, vous avez refait le trajet avec deux gendarmes, Nicole, Ploumans, etc. Vous peut-être plus que d'autres, déjà à l'époque vous les aviez rencontrés, j'imagine, en dehors des médias, mais là vous avez refait les trajets avec eux, vous avez passé beaucoup de temps avec eux, vous les avez... Est-ce que selon vous, ils peuvent mentir et avoir monté un coup entre eux et se dire on va faire une bonne farce? Non. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Je pense pas, il n'y a aucun argument, aucun élément pour aller dans ce sens-là. Je pense que la plus grande partie des témoins, de tous les témoins, l'ensemble des témoins sont des gens de très bonne foi, qui décrivent pour beaucoup d'entre eux les choses d'une manière très simple, sans beaucoup d'exaltation.
Ils rapportent ce qu'ils ont vu. Et beaucoup d'entre eux ne fantasment pas. Il y en a eu, bien sûr. Il y a des gens qui immédiatement ont imaginé qu'il s'agissait, pour eux ça faisait pas de doute, quoi. Ça devait être une manifestation de visiteurs extraterrestres peut-être. Voilà, ça correspondait pas à notre technologie, ça venait pas de chez nous, donc ça venait d'ailleurs. Voilà, il y en a eu, bien entendu, il y en a toujours. Mais la plupart des gens, non, sont des gens qui ont rapporté les faits assez froidement, sans émettre la moindre hypothèse. Et je me souviens de pas mal de ces témoins qui, à l'issue de l'interview, m'ont dit, vous savez, moi je ne crois pas à tout ça. J'ai vu ça, voilà, mais ça ne m'intéresse même pas. Je vous dis ce que j'ai vu, mais point final. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ça doit être un truc militaire. C'est vraiment une grande majorité des cas. Mais les gendarmes que vous avez rencontrés à Eupen, donc Nicole, Von Montigny, Ploumans, etc., est-ce que ce sont, vous les connaissez bien, entre guillemets, des gens qui sont férus de science-fiction, ce genre de choses? Est-ce que c'est des choses... Vous voyez ce que Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un profil tout à fait différent. C'était des gens qui étaient extrêmement respectueux du règlement. La gendarmerie était un ordre militaire, il ne faut pas l'oublier. Le règlement était sacro-saint. Il y a des gendarmes qui m'ont expliqué que leurs supérieurs les réprimandaient lorsqu'ils montaient dans leur combi de gendarmerie sans mettre leur képi et sans les gants blancs. Ce qui, à l'heure actuelle, je crois que c'est plus beaucoup le cas dans les forces de police où, voilà, il y a un peu plus de relâchement. Les règles sont différentes, la mentalité est différente aussi. C'est des gens qui étaient très respectueux. Celui qui prenait la parole dans la patrouille de 2, c'était celui qui était l'aîné, qui était le chef de patrouille. Ce qui explique que certains gendarmes ont plus parlé que d'autres à l'époque. D'après le règlement, c'est eux qui étaient en droit de s'exprimer par rapport à l'autre, qui était généralement un peu plus jeune. Il y avait la hiérarchie qui était très respectée, quoi. Donc certains gendarmes sont apparus plus souvent que d'autres. Et nous avons essayé de donner la parole justement aux autres qu'on n'a pas interrogés ou qui n'ont pas cru bon de s'exprimer, laissant parler leurs collègues plus âgés, par exemple. Donc des gens sympas, mais pas des rigolos, quoi. On peut dire ça comme ça. Je n'ai le souvenir d'aucun d'eux qui m'ait dit « Ah, moi je suis un passionné de science-fiction » ou « Je m'intéresse aux ovnis ». Pas du tout. Au contraire, c'était des sujets qui étaient mais vraiment complètement en dehors de leur champ d'intérêt. Ça ne fait pas de doute que ces gendarmes, ces différentes patrouilles, ont vu un, voire peut-être 2 objets différents évoluer dans le ciel d'Eupen, etc., à cette date-là. Voilà. Et on peut parler d'objets. Les gendarmes parlent beaucoup d'engins. Vous pouvez parler d'objets. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Il y a une structure, il y a une masse qui évolue à ce moment-là, effectivement, dans le ciel. 1, 2, certainement 2, puisque il y a l'épisode de Kortenbach où il y a la vision de l'objet au-dessus, angulairement au-dessus du barrage de la Gileppe, et le second qui passe à ce moment-là relativement proche des 2 gendarmes. Donc il y en a au moins 2. Ils n'affabulent pas. Ils ne se sont pas trompés sur les éléments les plus importants de leur témoignage. Maintenant, ils se trompent peut-être sur des détails. Il y a peut-être des moments où ce qu'ils ont vu n'est pas l'objet. Mais ils ont vraiment vu quelque chose de tout à fait singulier. Ils sont totalement honnêtes. Ils n'ont strictement aucun intérêt à mentir. Et bon, la perception, mais elle est totalement subjective, humaine, de la relation avec ces gendarmes est tout à fait positive. Ce sont des gens ordinaires. En plus, à l'époque, ils étaient assermentés. Maintenant, ils sont à la retraite, évidemment. Et ce ne sont pas des gens qui vont inventer des choses comme ça, quoi. Non. C'est très certain qu'ils ont vu quelque chose de particulier, qu'ils ont retranscrit ce qu'ils ont vu de façon la plus honnête possible de leur point de vue. C'est pour cette raison-là que c'est toujours très présent chez eux. C'est parce que, tout simplement, sont des gens excessivement terre-à-terre, très rationnels. Il doit y avoir une explication et ils n'ont pas cette explication. Ils ne parviennent pas à
trouver une explication qui colle, d'après eux, à ce qu'ils ont observé. Pour eux, c'est un problème. C'est une question qui n'est pas résolue, et donc forcément, et je connais d'autres témoins comme ça, ils ne parviennent pas à trouver une explication tangible qui les convainque, et donc ça reste un sujet qu'ils ont en tête. C'est une chose, pour la plupart de ces gens, ils n'ont pas oublié ce moment-là. Les gendarmes d'Eupen ne mentent pas. Mais peuvent-ils s'être trompés? Les sceptiques le prétendent. Pour eux, les observations du 29 novembre s'expliquent par la présence dans le ciel de la planète Vénus et d'avions de type AWACS munis d'un radar. Alors si on reprend les deux séries d'observations principales, le tandem von Montigny-Nicholl et Nicholl-Ploumans, lorsque démarre l'observation de Nicholl et von Montigny, au lieu dit la Grosse Weide, cet objet qui est stationnaire et qui illumine cette prairie, on peut difficilement expliquer ça par la présence d'un AWACS. Ça ne fonctionne pas. On pourrait songer à un hélicoptère, mais pour une série d'éléments qu'on développe, ça ne colle pas très très bien non plus. Admettons. Si on prend la suite de la série d'observations, il y a des moments où ça ne colle plus du tout. En revanche, il vient peut-être 2 moments dans la poursuite de l'objet par Nicholl et von Montigny, où ce qu'ils croient être leur objet non identifié est clairement Vénus. Parce que leur objet disparaît de leur champ de vision. Un peu plus loin, ils retrouvent une lumière, mais très éloignée. Ils pensent que c'est ça, et là, nous pensons que c'est Vénus. En revanche, quand on continue, on poursuit leur observation, lorsqu'ils assistent à cette scène qui dure quand même très longtemps au-dessus du barrage de la Gilep, ça peut difficilement être Vénus, bien que Vénus n'était pas très éloignée de là. Mais Vénus se couche à un moment donné, et elle ne peut plus être dans leur champ de vision. Donc il se passe autre chose. Quant au second objet qu'ils voient surgir de derrière ce buisson, ça ne peut pas être Vénus. Est-ce que ça peut être un AWACS? Peut-être, mais il y a certaines incompatibilités aussi. Mais ça ne correspond pas à un hélicoptère. Si on joue au même jeu avec la deuxième patrouille, on a le même type de scénario. La première lueur qu'ils aperçoivent, pensant que c'est ce que leurs collègues leur signalent, ça semble être Vénus. Ça pourrait aussi être un AWACS qui est au loin. Ils essayent de se rapprocher de ça, ils le perdent de vue, et puis ils se retrouvent au Haume. C'est le Haume de Belleuil, à la sortie d'Henri-Chapelle. Et là, clairement, ce qui se trouve au-dessus du Haume, ce n'est pas Vénus. C'est trop tard à ce moment-là, de toute façon. Elle s'est couchée. Et ça ne peut pas être un AWACS, et ça peut difficilement être un hélicoptère. Donc on se retrouve avec ce type de casse-tête-là. Même chose pour les civils qui vont apercevoir l'une ou l'autre de ces choses-là. Donc oui, il y a des confusions possibles, mais oui, il y a peut-être une inconnue quelque part encore. Et puis, signe avec les gendarmes. Mais le souci, c'est que près de 200 personnes vont témoigner pour dire qu'elles ont également vu un objet volant non identifié dans le ciel d'Eupen la nuit du 29 novembre. 200 témoignages. C'est du jamais vu. Des témoins, ce jour-là, font des observations aussi rapprochées et interpellantes. Rapprochées, oui. Interpellantes, certainement. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Et ça, vous le savez grâce à votre travail d'aujourd'hui. Oui, enfin, mais déjà à l'époque, effectivement, il y avait eu toute une série de témoins qui avaient été identifiés. On les avait interrogés. Donc, ce qui n'avait peut-être pas été fait à l'époque, c'est vraiment d'essayer de croiser de façon très détaillée les horaires, reconstituer les horaires et reconstituer les azimuts. On parle d'azimuts, d'élévation, pour avoir des directions d'observation et des trajectoires éventuelles. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de témoignages qu'on peut croiser à celui des gendarmes, puisque avec les gendarmes, en tout cas, von Montigny et Nicholl, entre la prairie de Grosse Weide et Eupen, puis après, à la sortie de la caserne, entre Eupen et la Gilep, on a là 2 moments
avec une continuité, et pendant ces moments-là, on peut essayer de croiser avec d'autres observations. Et il y a des matchs. Donc il y a des observations croisées qui renforcent celles des gendarmes et qui montrent vraiment une intention, une trajectoire, un déplacement bien identifié. C'est un peu le but de votre travail, c'est d'essayer de montrer est-ce que tout le monde a vu la même chose ce soir-là, ou 2 ou 3 objets différents, mais de voir c'est quoi le trajet qu'ils ont emprunté, etc. Oui. Et là, pour l'instant, vous êtes dedans, mais ça tend vers ça. En tout cas, certains éléments. Oui, en tout cas, pour les témoignages centraux, puisqu'on s'accroche sur ces témoignages centraux-là des 2 patrouilles de gendarmes, on a des éléments. Pour le reste des observations de la journée, il y a des choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas encore aussi stabilisées, je vais dire. « 30 ans après les faits, l'hypothèse de la supercherie tient difficilement la route. Il faudrait imaginer que plusieurs patrouilles de gendarmes et leur hiérarchie soient de mèche avec 200 civils pour faire une blague. C'est totalement impossible. Et il est également difficile d'imaginer qu'autant de personnes se trompent tout en même temps. Sauf si les témoignages, et ça sous-entend pratiquement l'ensemble des témoignages les plus fiables, sauf si ces témoignages sont en fait une déformation importante. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Ce qui est quand même très peu probable. Il faudrait que les témoins aient tous été abusés au niveau auditif, au niveau visuel, donc ça paraît très très peu probable. Sauf, donc dans ce cas-là, sauf aussi si l'on n'admet pas l'existence d'un appareil hybride, qui serait à la fois peut-être un plus lourd que l'air, mais avec des capacités extraordinaires de vol lent, de vol... Mais là, je n'y crois pas, surtout silencieux. On a beaucoup parlé de contagion médiatique pour expliquer la vague belge. Mais avec le travail qu'il vient d'effectuer, le COBEPS démontre que les gendarmes de Penn n'ont été influencés par aucun média, aucun reportage ou quoi que ce soit quand ils ont relaté leur extraordinaire observation. Mieux, 30 ans plus tard, Patrick Ferrin a remis la main sur le gendarme Georges Rowe. Il n'a pas été un témoin direct, mais comme il était très doué pour le dessin, le supérieur de la caserne de Penn lui a demandé de dessiner l'engin décrit par ses collègues quand ils sont revenus de leur patrouille. Il y avait un qui disait c'était comme ça et l'autre confirmait directement. Ils ont bien vu la même chose. Il n'y en a pas un qui a dit il y avait une antenne de 10 mètres, que l'autre disait non, ce n'est pas le cas. On est arrivé à faire un croquis. Donc j'en ai fait un seul, donc celui-ci. Sur un papier blanc, sur base de ce qu'ils m'ont dit. Oui, c'était un peu comme ça. Peut-être que j'ai fait un brouillon avant, parce que ça, je ne saurais plus le dire. À votre avis, comme ça, vous avez passé combien de temps avec eux à faire ça, grosso modo? Ça a pu durer combien de temps? Le fait de discuter, de faire le croquis, ça a duré minimum 1 heure. D'accord. Ouais. Parce que, bon, on discute, il y a tout. Parce que moi, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé avant. Donc, je suppose qu'on m'a relaté un peu, parce qu'ils ont poursuivi un peu aussi l'OVNI. Donc, je suppose que le tout, ça a duré minimum 1 heure. Parce que le croquis comme ça, on ne le fait pas en 2 minutes non plus, parce que ça se fait sur base des informations qu'ils me donnaient. Quoi. Bon. Donc, ce qu'on peut en retirer, c'est que ça a quand même été fait avec beaucoup d'attention. Ça a été fait. Non, ça a été fait comme si on faisait un constat d'accident, avec un plan d'accident, avec tous les détails fournis qui étaient disponibles. On a pris le temps de faire ça avec soin. Ça n'a pas été fait en 5 minutes. Ça, je suis certain, parce que pour ça, il est quand même assez précis. Je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que c'est quand même important. Non, ça, et c'est pas basé sur une invention, parce que en présence des deux, il y a eu certainement confirmation, sinon j'aurais dit, écoutez, vous racontez 2 choses différentes. Ce dessin a une certaine valeur, parce qu'il date vraiment de cette époque-là. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Le gendarme qui a fait ça ne fait pas spécialement des portraits robots, mais c'est quelqu'un qui était très connu parmi tous ses collègues pour avoir un don en tant que dessinateur, qui passait beaucoup de son temps libre à dessiner, qui avait un bon coup de crayon, et lui a écouté les témoignages de ses 2 collègues et a essayé de représenter au mieux ce qu'il décrivait.
chacun des deux collègues rectifiant le dessin. Il a dû gommer, il a dû rajouter des choses, rallonger, raccourcir. Il a essayé de faire un portrait robot, comme on ferait à la police, ou un portrait qu'on ferait d'un individu ou d'un suspect. Il a essayé de coller au maximum à la description de leurs collègues. Et il a sorti ce dessin, qui est proprement surprenant, quoi. Mais justement, qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Alors sur ce dessin, on voit un objet de forme triangulaire, d'une épaisseur importante, avec une sorte de dôme et 3 ouvertures qui ont l'air d'être... Les 3 ouvertures feraient penser à un cockpit, par exemple, avec les 3 feux caractéristiques en dessous et quelque chose de pulsant. Alors ce qui est assez curieux, c'est que cet objet triangulaire est excessivement massif. Il a une épaisseur très importante, de plusieurs mètres. Les 2 gendarmes parlent de 2 à 3 mètres d'épaisseur, la tranche de ce triangle. Et quand on voit ça, on se dit c'est extrêmement massif, ça fait penser à un fer à repasser très grossier, sans la poignée. Comment un machin pareil peut-il voler, évidemment? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un hélicoptère? Est-ce un AWACS? Est-ce un plus léger clair? C'est extrêmement difficile à imaginer. Mais ce dessin est proprement saisissant. Et ce qui est très curieux, c'est que ce triangle a 2 coins cassés, caractéristique qui est décrite par au moins un des 2 gendarmes, par après, lors des différentes interviews qu'il a données, et caractéristique qui est rapportée par certains témoins, je vais dire, de la première heure que nous avons interrogés à Eupen ou dans la région. Nos amis ufologues du COBEPS sortiront bientôt leur rapport d'enquête sur cette nuit du 29 novembre 1989. Pour Patrick Ferrin, qui s'intéresse à l'ufologie depuis très longtemps, ce sera la conclusion de 30 ans de travail. Fort de tout ça, de tout ce que vous avez fait sur cette vague belge, parce que ça fait grosso modo 30 ans que vous travaillez dessus, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des certitudes, des explications, des ébauches d'hypothèses? La réponse est non. Nous allons essayer d'expliciter tout ça, pourquoi nous n'avons pas de réponse, et surtout nous allons essayer d'aligner les informations complémentaires qu'on a pu réunir qui montrent à quel point le dossier est compliqué. Bon, c'est peut-être une conclusion très décevante, mais j'estime que le travail devait être fait. Et il faut livrer cette masse d'informations à d'autres qui vont peut-être pouvoir en faire autre chose plus tard, je ne sais pas. Il n'y a pas de conclusion ferme, si ce n'est que ce qui s'est passé ce jour-là est, semble-t-il, extrêmement singulier. Et que la réponse n'est absolument pas simple à donner. Comme certains l'ont prétendu, l'ont affirmé avec force. Et je veux qu'on tienne compte de leurs objections parce qu'il y a des objections à prendre en compte qui doivent nous aider à mieux nuancer notre jugement à l'heure actuelle. Des sceptiques, des contradicteurs et même certains qu'on pourrait qualifier de purs et durs ont dit des choses dont on doit tenir compte parce qu'ils ont levé certains lièvres et il faut les prendre en compte. Mais malgré tout ça, si on met toutes les pieds sur la table, je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de solution. Nous avons des nuances, nous avons des informations complémentaires, mais je ne pense pas qu'on ait la clé de l'énigme. Vous pensez qu'on l'aura un jour ? On ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de réponse, parce que s'il s'avère que c'était un objet appartenant à notre technologie, par exemple, il se pourrait que, je sais bien qu'il y a beaucoup d'opposition à ça, mais pourquoi pas, il se pourrait qu'un jour on ait la clé, on ait la solution. Il faudrait que les détenteurs de cet objet extraordinaire le fassent savoir, le fassent connaître, mais pourquoi pas? Il se pourrait qu'on trouve d'autres éléments auxquels on n'a pas songé. Il se pourrait qu'il y ait d'autres témoins, pourquoi pas, qui amènent d'autres informations et qui nous aiguillent vers d'autres pistes. Tout ça n'est pas exclu. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Dans le prochain épisode, ufologie, dimension autre. L'ufologie est-elle une science ou une croyance ? Et qu'est-ce qui peut bien pousser les ufologues à étudier des choses aussi insaisissables que les ovnis ? La première fois où je me suis intéressé, je suis allé dans